Une question inspirée par l'examen d'admission à l'École polytechnique de Bruxelles, l'examen de juin 2024. Donc, dans cette vidéo, je ne vais que parler du point B, parce que j'ai eu une question sur les lieux géométriques venant d'un élève sur Discord et j'aimerais bien répondre à ça. Donc, juste pour le point B, on nous donne dans le plan cartésien, au x, y, on a deux points A, 4-3 et B, -1, 1. On me demande d'obtenir l'équation cartésienne du lieu géométrique P, donc engendré par le point P, tel que le produit des points A, P et BP est toujours égal à -6. Et à la fin, je dois déterminer la nature du lieu géométrique, c'est-à-dire est-ce une droite, un cercle ou alors autre chose. Ok, je rappelle les points. J'ai le point. Petite interruption, je viens récemment de lancer une plateforme qui va permettre à des élèves de trouver des professeurs particuliers sur base de leurs problèmes. Donc, j'ai fait un algorithme qui va recommander des professeurs en analysant quasiment près de 20 paramètres qui vont remplir dans le site web, comme je le fais dans mon démo. Présentement, je n'ai pas suffisamment de professeurs dans ma base de données. Donc, actuellement, je suis en phase de recrutement massif de professeurs sur le site web. Donc je suppose que si tu regardes cette vidéo, tu es probablement soit encore en 6e secondaire ou peut-être probablement à l'université. Si tu es encore en 6e secondaire, tu peux patienter parce que pour l'instant, je ne pense pas que tu puisses donner des cours particuliers, mais tu peux également en parler à des amis, à des cousins, à des frères ou je sais pas, à des proches. Mais par contre, si tu es à l'université et que tu veux devenir un professeur, je t'invite à t'inscrire le plus rapidement sur ma plateforme. C'est gratuit. Ou alors si tu recherches peut-être un professeur, actuellement je pense qu'il y en a déjà 15 ou 16 sur la plateforme. Peut-être tu pourras trouver un professeur qui peut t'aider à passer l'examen d'admission. Mais je pense que si c'était le cas, tu m'aurais laissé probablement un message. Parce qu'actuellement, j'accompagne également des élèves et des étudiants à réussir l'examen d'admission ou à devenir beaucoup plus bons en maths. Donc je t'invite fortement à partager ma plateforme ou alors à t'inscrire. C'était Djibril. Je vais pas te prendre plus de temps. Le site c'est finescola.com. Ciao. 4, j'ai le point -3, j'ai le point A, 4-3, le point B, -1, 1, et j'ai le point P, X, Y, qui vont en fait engendrer le lieu géométrique. Ok, je vais un peu vite fait expliquer c'est quoi un lieu géométrique. Supposons que je suis dans le plan cartésien. Et là, j'ai mon point A, qui vaut 4-3. J'ai c'est pas très rigoureux. Si je voulais être assez précis, le point A doit être un peu en bas. Donc, je vais bien faire les choses et pas que écrire des conneries. Donc, en disant 4-3, ça se trouve quelque part ici. Et le point 2-1, disons, se trouve quelque part ici. Ok, on est content, on est content. Et le point P, c'est un point quelconque. C'est le point P, XY. XY, c'est un point quelconque dans le plan cartésien. Ça c'est Y, ça c'est X. Je vais expliquer rapidement un peu ce qu'est un lieu géométrique. En fait, ton point XY, c'est un point qui peut être partout dans l'espace. Mais il ne va pas être partout dans l'espace parce qu'il est contraint, parce qu'il est relié à certaines contraintes. Donc par exemple, si je relie BP avec AP, ma condition me dit en fait que le point P peut se déplacer où je veux si et seulement si le produit des pentes, et sinon si je calcule la pente de ça, fois la pente de ça, me donne -6. Ça veut dire que ces segments de droite ou ce système ne peut pas se déplacer n'importe comment. On appelle ça un mouvement sous contrainte. Disons par exemple si j'impose que BP tourne par exemple autour comme ça, peut-être ma contrainte peut forcer mon point P de uniquement faire quelque chose comme ça, par exemple, peut-être tourner en rond comme ça. Dans un exemple, imagine si par exemple les pentes ici vaut 0 et 0 par exemple. Si la pente est nulle, ça veut dire que je ne respecte pas ma contrainte. Donc je sais que quelque part mon point P ne pourra pas se déplacer n'importe comment. Et le fait que ton point P est contraint à suivre une trajectoire, cette trajectoire en fait c'est ça ton lieu géométrique. Ton point P, comme je répète, imagine un point qui est capable de bouger, qui se déplace, mais qui se déplace sous certaines contraintes. Donc il ne peut pas aller n'importe où, il ne peut pas faire n'importe quoi. Et le fait qu'il ne peut pas aller n'importe où, il ne peut pas faire n'importe quoi, il va suivre une trajectoire. Cette trajectoire, c'est ce qu'on appelle un lieu géométrique. Ça peut être une trajectoire linéaire d'une droite, ça peut être une trajectoire circulaire d'un cercle, ça peut être une trajectoire parabolique d'une parabole, elliptique une ellipse, hyperbolique une hyperbole. C'est ça en fait un lieu géométrique. C'est juste un point qui se déplace
sous certaines contraintes et pas juste librement comme il veut partout dans l'espace. Donc j'efface ça et on peut continuer la question. Donc ici, la contrainte en fait est imposée sur la pente du segment de droite AP et BP. Donc je vais commencer par calculer la pente d'un segment de droite. La pente d'un segment de droite, c'est la différence en Y divisé par la différence en X. Donc Y moins 3, ça fait Y plus 3, Y moins 4. Divisé en Y moins 3 divisé par X moins 4. Ça donne cette pente-ci. La pente de segment BP, donc je fais Y moins 1 divisé par X moins 2. Ça fait X plus 2. Je sais que le produit doit me donner moins 6. C'est ça en fait la contrainte par rapport à mon mouvement. Et je veux voir qu'est-ce que cette contrainte implique. Je fais juste mon calcul. Ça implique que je dois faire ce calcul. Je refais X moins 4 fois X plus 2 fois moins 6 dans le membre de droite. Je renvoie ça dans le membre de droite. Je développe mes produits comme ça et je mets tout ensemble du même côté. Donc là, j'ai fait le calcul rapidement. J'ai développé et j'ai mis tout du même côté. Je peux faire une petite simplification et je retrouve cette équation générale. Donc ça, on appelle ça une équation canonique de façon générale. Et la question à la fin, et là j'ai répondu au point A. Pour le point B, je dois dire est-ce que c'est une droite, est-ce que c'est un cercle, est-ce que c'est une ellipse, etc. Donc ici d'office, c'est pas une droite parce qu'on sait qu'une droite c'est quoi? C'est Y qui est égal à mx plus p. Et dans mon exemple, je vous ai montré que ça ne pouvait pas être une droite parce que si ça faisait un mouvement sur une droite, ça voulait dire que d'office, au bout d'un moment, la pente d'un segment devait valoir 0 et ça, c'est pas possible. Donc d'office, on avait déjà vu que ça ne pouvait pas former une droite. Et pour ceux même qui étaient assez attentifs, ça ne peut même pas aussi former un cercle. Mais on va voir pourquoi. Donc, l'équation des cônes s'écrit sous cette forme. Ça, c'est l'équation des cônes de façon générale. Les cônes, c'est cercle, cercle, parabole, hyperbole, ellipse. Comment reconnaître l'équation d'un cône à base de son équation? Je vais te le montrer étape par étape. Donc, supposons que ton lieu, c'est un cercle. On a vu qu'un cercle, c'est quelque chose qui fait comme ça. Dans un cercle, la propriété, c'est que la distance entre le cercle et le centre, l'origine, doit toujours être constant. Donc ça doit être constant, ça doit être constant, ça doit être constant à chaque fois. Ça veut dire que la valeur maximum, donc quand x vaut 0, disons que y vaut par exemple, 3. Et du coup, ça c'est quand x vaut 0, y doit valoir 3. Et quand y vaut 0, x doit valoir également 3. Ça, c'est un cercle de rayon 3. Ça veut dire qu'en fait que x et y doivent avoir les mêmes valeurs maximales. Ça veut dire que x et y au carré, dans les coefficients de x au carré, y au carré, doivent exactement valoir la même chose. Pour un cercle, par exemple, centré en 0, 0, par exemple. Donc ici, je vois que a et b, je vois que x, le coefficient de y carré, c'est 1. Le coefficient de x carré, c'est 6. Donc là, il y a déjà un petit souci. Là, tu peux facilement te rendre compte de ça. Pose que x vaut 0. Tu vois que quand x vaut 0, y peut prendre deux valeurs. Donc, quand x vaut 0, ici, y c'est l'équation du second degré. Donc, y va admettre deux valeurs qui vont être différentes. Tu vois que x est égal à 0 en 2 points. Ici et ici. Et normalement, ces deux valeurs doivent avoir la même équation. Donc, je fais ça simplement. Quand x vaut 0, ton équation retombe juste à quelque chose comme ça. Tandis que ça c'est quand x vaut 0. Tandis que quand y vaut 0, ton équation en x retombe à quelque chose comme ça. Je prends l'exemple sur mon calcul pour te généraliser ça, mais tu peux comprendre facilement. Ton équation revient à ça. Et tu vois que ça, c'est deux équations du second ordre différents. Donc ça va te donner une valeur en x. Ça va donner deux valeurs en y, les deux points qui sont ici. Tandis que celui-ci, celui-ci va te donner les deux points qui vont être ici. Tandis que celui-ci va te donner les deux points qui sont ici. Puisque les deux équations du second degré sont différentes, je sais que d'office, les points ici et ici vont être différents. Et ça ne correspond pas du tout à un cercle. Donc pour un cercle, je dois tout le temps avoir la même équation du second degré quand x vaut 0 et quand y vaut 0 pour trouver les mêmes racines
parce que le rayon est constant. Et là, tu vois que quand c'est différent, alors qu'est-ce qui se passe? Ça traduit en fait une ellipse. Parce qu'une ellipse, c'est quelque chose qui est... Il y a deux formes d'ellipse. Il y a l'ellipse qui est comme ça. Ou alors il y a l'ellipse. Je dessine mal, je le fais avec ma souris. Ou alors il y a l'ellipse, ça c'est vraiment pas une ellipse. Non. Je vais effacer ça. Ou alors il y a l'ellipse qui est comme ça. Alors, je vais essayer de bien faire mon ellipse et qui est comme ça. Dans ce cas-ci, ça veut dire que les valeurs de y sont plus grandes, tandis qu'ici les valeurs de x sont plus petites. Et en gros, en fait, ça c'est quand celui-ci c'est quand a est plus grand que b, et celui-ci c'est quand b est plus grand que a. Mais bon, comme ici on voulait juste savoir si c'était une ellipse ou pas, je sais que c'est d'office une ellipse. Soit alors ça peut être une hyperbole. Une hyperbole, c'est uniquement quand tu as une singularité en un point. Une hyperbole, c'est quand en fait un des coefficients est négatif. Et une parabole, c'est quand un des deux n'est pas au carré. Donc soit a vaut 0, soit b vaut 0. Donc ça, c'est le petit résumé en fait de ça. Donc pour un cercle, a doit être égal à b d'office. Le symbole qui est ici, il n'y a pas ça. C'est a doit être égal à b d'office. Donc ça veut dire que c'est un cercle. Si a est différent de b, ça veut dire que A est différent de B et A et B doivent être positifs, alors c'est une ellipse. Et comme je dis, il y a deux types d'ellipses. Si A est plus grand que B ou si B est plus grand que A, tu as deux ellipses différentes. Si A est différent de B, mais les coefficients, soit A ou B, est négatif, dans ce cas, tu as une hyperbole. Si A ou B valent 0, tu as une parabole. Et si A et B est égal à 0, tu as l'équation d'une droite. Regarde ça, quand A et B vaut 0, tu as Y qui vaut dx plus f, ça c'est l'équation d'une droite. Donc je vais même plus rajouter si a égale à b égale à 0, c'est une droite. Voilà. Donc là, tu as en fait toutes les conditions pour retrouver toutes les coniques. Et avec ça, tu peux résoudre n'importe quel problème dans les lieux géométriques. Donc pour faire ça dans les lieux géométriques, tu auras besoin toujours de deux choses. Tu auras besoin des données. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Première chose. Donc ça c'est le point 1. D'abord tu demandes qu'est-ce que je connais, quelles sont mes données. Et les données ne sont pas toujours simples. Ici ces données se forment de points, des fois ces données se forment de conditions, des fois on te parle de droit, de machin. Non. Toujours qu'est-ce qu'on me donne. Deuxième chose, quelle est l'équation de ma contrainte. Donc quelles sont mes équations de contrainte. Je dois toujours retrouver ça. Quelles sont mes équations de contrainte. Deuxième point. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas avancer. Et à la fin, sur base de l'équation de contrainte, tu vas trouver ton équation canonique, ton point 3. Et une fois que tu as l'équation canonique, tu peux faire la conclusion de définir en fait c'est quoi mon lieu de point. Donc toujours quand tu résous un problème sur le lieu géométrique, quelles sont mes données? Ça peut être des points, si c'est facile. Des fois c'est pas des points, des fois c'est des droites. On te dit ouais tu as deux droites qui sont parallèles et un point médian entre les deux. Bah, c'est toujours une belle phrase un peu compliquée comme ça. Bon, toujours chercher c'est quoi les données. Et les données se trouvent toujours dans l'énoncé. C'est assez simple. C'est quoi l'équation de ma contrainte? Donc quelle est la contrainte par rapport à mes données? Généralement, c'est toujours donné dans l'énoncé. Tout est dans l'énoncé en réalité. L'équation de tes contraintes. Tu formules ça, c'est toujours une forme d'équation. Le but, c'est de retrouver l'équation des lieux. Et dès que tu as l'équation des contraintes, tout ce qu'il reste à faire, c'est des manipulations algébriques. Tu fais un peu des maths comme ça, tu multiplies, tu simplifies, tu divises. Et tu retombes avec une équation canonique sous cette forme-ci. Et après, pas d'inquiétude, tu te rappelles de ce petit récapitulatif pour trouver quel lieu géométrique tu as. Tu appliques ça et tu retrouves simplement le lieu géométrique. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était Bril. Salut, ciao.